Alors, celle où en Afrique du Nord, les rapports noir-blanc sont carrément moyenâgeux. Pourquoi? Bon, je ne dirais pas moyenâgeux. Pour ma part, les gens d'Afrique du Nord imaginent leur pays, en Tunisie, en Algérie et peut-être un peu moins au Maroc, comme des pays de blancs. Et bien sûr, il y a une population noire dans ces trois pays, qui n'est bien entendu donc pas comptabilisée puisqu'il n'y a pas de statistiques comme il en existe aux États-Unis. Mais il y a une population noire qui est là depuis toujours et une population noire qui est là depuis la traite transsaharienne. Et du reste, l'appellation village nègre, c'est une appellation qui a disparu seulement dans les années 50, par exemple, en Algérie. Les villages nègres qui étaient dédiés, par exemple, à des affranchis, notamment à Oran. Et je rappelle, par exemple, que le premier acteur noir en France était né à Oran, Habib Benglia. C'est un comédien de théâtre et de cinéma, notamment qui a joué dans de nombreux films dans les années 30, dont un film qui s'appelle Dina la Métisse, et donc qui a passé son enfance en Algérie. Il faut prendre en compte évidemment aussi le nomadisme. Mais la situation actuelle, c'est une situation de racisme latent, très partagé. S'il attend, je veux dire que... il s'exprime quand même de manière assez violente. Non, mais j'ai pas dit que... ça ne veut pas dire qu'il ne s'exprime pas de manière violente. Ça veut dire simplement qu'il ne s'exprime pas forcément verbalement, justement. C'est ça qui est important. Il ne s'exprime pas forcément verbalement, mais il s'exprime dans des conduites d'ostracisme quasiment systématiques, d'évitement, de non-fréquentation, de non-union entre guillemets interraciale et par effectivement des agressions. Et ces agressions, ce sont des agressions qui sont commises souvent en plus à l'égard de personnes qui viennent du reste du continent, comme récemment en Algérie où un jeune étudiant du Zimbabwe est mort de ses blessures, a été agressé et mort de ses blessures. En Algérie, souvent. C'est arrivé souvent avec des footballeurs qui sont tués, des étudiants, etc. Mais vu justement d'Afrique subsaharienne, on a l'impression que dans ces sociétés du nord de l'Afrique, c'est accepté, on trouve normal. Enfin, c'est pas quelque chose de trop grave d'être raciste et de maltraiter les Noirs. En réalité, ce sont des sociétés qui sont marquées par un très profond déni. C'est pour ça que je parlais du silence aussi qui accompagnait ces conduites. Le déni sur la diversité, par exemple, des populations. Et le fait que chacun n'a pas, les mêmes possibilités réelles selon qu'il est noir ou blanc. Ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, en Algérie particulièrement, qui est la situation que je connais davantage, en Algérie, il y a des jeunes gens, notamment du Sud, bien sûr, du Sud saharien, j'entends, qui se présentent comme blacks. Et on sait que c'est quelque chose qui s'est présenté en France aussi. C'est-à-dire qu'il y a eu une revendication, mais par un mot qui est un mot d'une autre langue, pour se présenter de façon positive. Alors, il y a aussi quelque chose qui est assez symptomatique, je trouve, c'est que moi, je n'ai pas entendu d'Algériens, par exemple, se dire véritablement noirs, quand ils ne sont pas interpellés, en fait. Et l'appellation, c'est une appellation en français. En arabe, c'est différent. Mais en français, l'appellation, c'est brun, puisque tous les Algériens étaient classés parmi les bruns. Et c'est à partir de cette classification des Français, on a finalement dissocié le nord de l'Afrique, l'Afrique dite aujourd'hui subsaharienne et qui signifie en réalité la même chose que l'ancienne appellation Afrique noire. C'est intéressant encore cette racialisation qui obsède l'Occident. Juste l'exemple de cette Miss Algérie qu'on a trouvée trop bronzée et qui a été abreuvée d'injures sur les réseaux sociaux. Oui, tout à fait. En réalité, l'Algérie, c'est une société très frappée par le colorisme et où le teint clair apparaît comme dans d'autres sociétés. Absolument, j'allais dire ailleurs aussi. Voilà, que dans d'autres sociétés, comme tout à fait positif. Donc le teint de la fameuse Miss était censé ne pas être
le teint clair si prisé dans les contes, les mythes, les conduites sociales, etc. Il faut quand même relever qu'en Tunisie, la condamnation du racisme et la condamnation légale du racisme est un phénomène récent. Absolument, ça c'est une avancée aussi. Voilà. Assez surprenant. Il ne faut pas penser qu'on a affaire à des sociétés qui sont complètement monolithiques. Par exemple, je signale aussi au passage une revue importante au Maroc qui s'appelle la revue Zaman et Le Temps. Et cette revue avait intitulé un de ses numéros « Pourquoi nous sommes racistes ?» Donc, c'était véritablement une manière, une manière de mettre les choses sur le tapis. Mais la société marocaine, c'est au nord de l'Afrique, c'est peut-être la société qui est la plus métissée. Mais il faut rappeler que l'Afrique du Nord n'a pas changé d'adresse. Oui. Elle est toujours en Afrique. Oui, elle est en Afrique. C'est-à-dire que les gens d'Afrique du Nord souvent renient leur africanité. Quand ils disent africains, ça veut dire ceux d'Afrique subsaharienne. Et les gens d'Afrique subsaharienne contestent aussi l'africanité des gens d'Afrique du Nord. Eh bien justement, parlons de l'Afrique subsaharienne et allons tout au sud. Mais je dirais avec une nuance très importante, parce que les leaders d'Afrique du Nord ont souvent été extrêmement panafricains. Le roi du Maroc a une politique africaine très importante. Kadhafi, on peut le critiquer, mais on ne peut pas dire qu'il n'était pas panafricain. Les Algériens, exactement. La tradition du FLN. Fanon était en Algérie. Donc il y avait une vraie vision panafricaine. Donc en fait, il ne faudrait pas dire l'Afrique du Nord, mais il y a un clivage très important entre les sociétés d'Afrique du Nord et les élites d'Afrique du Nord, qui sont souvent très panafricaines, alors que la société est très coupée du reste de l'Afrique. Donc c'est ça qui me paraît un peu schizophrène en Afrique du Nord et puis dans le reste du continent. Doudou. Et moi, je crois que, parce que j'ai fait des rapports aussi là-dessus toutes ces années, tant à l'UNESCO qu'aux droits de l'homme, le racisme anti-noir est une réalité profonde dans les sociétés du Maghreb et du monde arabe, pour 3 raisons. La première raison, c'est que dans la construction identitaire du monde arabe, dans le temps long de l'histoire du monde arabe, le monde arabe a toujours eu un problème avec ses minorités. Depuis l'époque ancienne jusqu'à maintenant. C'est un problème, une tension permanente. Et donc, dans la construction identitaire du monde arabe, le noir n'était pas inclus dans cette construction. Il était basé sur des facteurs linguistiques et autres, le Coran, etc. Et le deuxième facteur a été maintenant la pratique de l'esclavage. Je rappelle que l'esclavage est une pratique universelle, que les Arabes ont été mis en esclaves comme les Noirs en ont fait des Blancs, et partout dans l'univers, toutes les races ont fait l'objet d'esclavage. Ce n'est pas seulement lié aux Noirs. Mais l'esclavage transsaharien, qui a massivement amené des populations noires dans tout le Moyen-Orient, a littéralement abouti à la jonction, à la connotation entre esclaves et noirs. Ce qui fait que tous les Noirs qui visitent l'Afrique du Nord le savent. Dans la rue, les enfants, quand ils parlent en noir, ils disent l'esclave. Voilà l'esclave. C'est le mot qu'ils utilisent dans le langage arabe. Donc l'esclavage a renforcé dans la construction idéologique de la domination de l'esclave l'infériorité de la couleur noire. C'est un facteur profond. La colonisation ensuite est venue et avec son paradigme racial préconstruit, avec sa hiérarchie des races, a renforcé ces tendances lourdes de discrimination, de domination et de perception, et l'a ancré dans les sociétés, dans les mentalités. Et enfin, l'immigration, avec l'arrivée massive d'immigrés venant de l'Afrique du Sud du Sahara, noirs de peau, qui littéralement sont arrivés partout, on les a vus, et ont été perçus aussi comme une menace, a ravivé ces constructions historiques extrêmement profondes, historiques et culturelles. Et enfin, ce qui a fait que ce racisme-là devient quelque chose d'extrêmement grave, c'est à la fois le silence des autorités, qui savent qu'il existe, de confronter et de le reconnaître. Le pays où ça a été reconnu le plus rapidement, c'était au Maroc. Tout simplement parce que la monarchie marocaine a une mélange racial, on l'oublie. On oublie que la femme de Mohamed V, le père de Hassan II, sa femme était noire, de peau, tout à fait noire, sombre comme vous et moi, etc. Et le roi actuel, il est très métissé. Il ne ressemble pas à un Algérien ou à un Tunisien. La société marocaine a réagi d'une manière un peu différente, tout en gardant ce paradigme racial. Et enfin, au-delà du silence des autorités, l'indifférence,
des autorités des pays d'origine de ces immigrés. Et dans un contexte mondial où l'Occident traverse une crise identitaire et où le paradigme racial renaît dans les plateformes politiques de certains partis politiques qui sont à la porte du pouvoir et qui littéralement racialisent l'immigration, ce discours idéologique a aussi un impact en Afrique du Nord. Mais je pense qu'il faut reconnaître la profondeur de ce racisme. Et c'est en cela qu'il faut distinguer le rapport politique. Parce que dans le combat colonial, il y a eu une connivence extrêmement profonde, une solidarité de combat entre les colonisés arabes d'Afrique du Nord et les colonisés d'Afrique noire. Alger a été le lieu où beaucoup de militants noirs contre la colonisation ont trouvé refuge en Algérie et en Égypte, etc., et également au Maroc. Mais tous les phénomènes dont j'ai parlé ont ressurgi et la migration a littéralement servi de révélateur à cette réalité profonde qui est extrêmement grave. Louis-Georges, justement, la hiérarchisation raciale a également existé en Afrique du Sud, sous l'apartheid, les blancs, noirs, métis. Quel impact aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on en a gardé après l'abolition de l'apartheid? Je dirais qu'il faut distinguer les droits civiques et les droits sociaux. Les droits civiques ont été gagnés. Le droit de vote, la reconnaissance d'égalité formelle, c'est acquis. Les droits sociaux, malheureusement, on en est loin. Les droits sociaux et économiques, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a une égalité réelle, financière, économique, sociale? Tout cela, évidemment, ce n'est pas le cas. Et c'est pour cela, d'ailleurs, qu'il y a aujourd'hui cette violence urbaine en Afrique du Sud, parce que les jeunes des ghettos, de Soweto et d'ailleurs, disent « Bon, d'accord, j'ai le droit de vote, mais est-ce que je peux manger ?» Et ils sont prêts, du coup, à aller trouver le nécessaire partout. Ils sont prêts à attaquer le premier venu, quelle que soit sa couleur. Et donc, cela crée, évidemment, une violence urbaine extraordinaire dans ce pays. Et c'est un petit peu le combat Mandela contre Mandela, c'est-à-dire Madiba contre Winnie. Madiba était bien sûr pour les droits civiques, il s'est battu pour ça et il a obtenu gain de cause. Et Winnie disait, mais ça ne suffit pas. Elle était favorable aux politiques de redistribution, de réparation, en disant, c'est bien de voter, mais ça ne suffit pas. Et aujourd'hui, c'est ça le problème. Il y a une bourgeoisie noire en Afrique du Sud qui contrôle le pays avec la minorité blanche. Donc les droits civiques sont respectés, les droits sociaux ne le sont pas. Ouais. Et il faut aujourd'hui changer le paradigme. Donc, c'est ça, la difficulté. Et puis, ces questions de droits civiques et de droits sociaux, c'est des questions classiques dans toutes les révolutions. Pour la Révolution française, il y a ça. Il y a la bourgeoisie qui demande des droits, mais les femmes se battent pour avoir du pain. Elles vont à Versailles. Les gilets jaunes, aujourd'hui, en France, il y a ceux qui disent le pouvoir d'achat, le prix du carburant, c'est les droits sociaux. Et puis, il y a ceux qui disent il faut changer la Constitution pour qu'on puisse faire des référendums. C'est le droit civique. Il ne faut pas choisir entre les deux. On a besoin des deux. Mais simplement, sur quoi va-t-on mettre l'accent ? Quel est l'agenda politique? Voilà la question qui est posée aujourd'hui en Afrique du Sud. C'est très important. L'Afrique du Sud est un cas. On en parle une minute. Oui. Pour montrer la complexité et la profondeur de la question raciale. Parce que ce qui s'est passé en Afrique du Sud au moment de la fin de l'apartheid, c'est que Mandela, dans un débat au sein de l'ANC, a estimé qu'il fallait sauver la société sud-africaine et ne pas détruire ces structures fondamentales pour pouvoir sauver la société africaine, alors que d'autres, venus à l'extérieur et d'autres, disaient qu'il fallait démanteler l'apartheid, non pas seulement dans sa domination économique et matérielle, mais dans sa construction raciale. Et Mandela, qui a eu, je pense, moi, un choc mystique là, à Robben Island, est venu avec une vision beaucoup plus très différente, a dit non, on va essayer de réconcilier, on ne touche pas au système de l'apartheid. Et ce qui fait que le double calendrier, le double marche qu'on voit en Afrique du Sud, c'est-à-dire la marginalisation sociale, économique et politique, coïncide avec la structure raciale et ethnique. Et donc, la coïncidence est extrêmement profonde. Et tous les rapports des Nations Unies, du PNUD et de la Banque mondiale montrent que les communautés noires se sont beaucoup plus affaiblies maintenant qu'elles l'étaient à l'époque de l'apartheid. Parce qu'on n'a pas voulu porter le fer sur la profondeur de la question du racisme, sa construction mentale et culturelle, et la remise en question
de sa matérialisation, de domination économique, etc. Ce qui fait que l'Afrique du Sud est sous tension. Quand vous allez au Cap, à Johannesburg et ailleurs, les quartiers blancs se reconstituent, fermés avec des gardes, et les Noirs se retrouvent aussi dans les ghettos lointains, jusqu'à maintenant. Et la question qui va maintenant remettre tout ça sur la table, c'est la réforme agraire. Parce que plus de 80% des terres sont contrôlées encore par les grandes familles blanches. On n'a pas voulu y toucher. La réforme agraire qui a eu lieu au Zimbabwe avec Mugabe, qui a attendu 20 ans et qui l'a faite, cette réforme agraire-là maintenant va reposer la domination blanche sur les terres d'Afrique du Sud et le fait que les Noirs restent encore ouvriers, agriculteurs ou petits paysans. Et la réforme agraire va obliger à ramener le débat sur la profondeur de la question raciale et liée à ses expressions politiques, économiques et sociales. Là, c'est le principe de la réparation. Et effectivement, le nouveau président d'Afrique du Sud, M. Ramaphosa, a insisté là-dessus, je crois qu'il avait raison, parce que c'est cette réparation qui redistribue les cartes. C'est les droits sociaux qui viennent compléter les droits économiques. Ce n'est pas l'un contre l'autre, c'est l'un qui complète l'autre. Et bien sûr, à l'époque de Mandela, je ne veux pas le critiquer, il a pensé, peut-être à juste titre, que c'était très compliqué à faire et qu'il y avait un risque de guerre civile. Mais non, touchons pas. Et il s'est dit, n'y touchons pas, ça sera très compliqué. On verra après. Ok, admettons. Mais maintenant, le moment est venu. La guerre civile n'est pas là. En revanche, la violence, elle est là. La violence, la faim, la colère. Donc c'est peut-être le moment de redistribuer les cartes, de faire cette politique de réparation, de réforme agraire, et c'est très important. Dans toute l'Afrique, d'ailleurs. Un des révélateurs de la complexité en Afrique du Sud, parce qu'il n'y a pas que les Noirs et les Blancs, il y a les Indiens. C'est la question de Gandhi, grande figure en Inde et dans le monde, de la non-violence et du combat. Vous savez que des historiens ont révélé que Gandhi a eu aussi un discours de dénigrement des Noirs sud-africains et des propositions concrètes qu'on sépare les Indiens des Noirs. Les historiens sud-africains l'ont sorti, ce qui a fait qu'au Ghana, il y en a qui ont demandé qu'on enlève la statue de Gandhi, et dans d'autres pays. Donc ce qui montre la complexité que derrière même des figures comme celle de Gandhi, dont on disait qu'il était le libérateur, mais dans un contexte d'une racialisation extrêmement profonde, où le paradigme racial structure la société, il y a eu donc dans la communauté indienne des gens qui l'ont assumé par rapport aux Noirs sud-africains. Et donc ça, l'histoire est en train d'être encore ouverte maintenant, et donc on est dans cette phase de revisiter toutes ces choses extrêmement profondes qu'il va falloir faire dans le rapport avec les pays d'Afrique du Nord. Il va falloir poser les questions, reconnaître les réalités historiques, les héritages, et les analyser et les combattre. C'est la crainte du déclassement racial des Indiens en Afrique du Sud qui craignaient de retomber dans la situation des Noirs. Les Arabes qui parfois, dans l'Afrique du Nord, craignaient d'être traités comme des Noirs par la colonisation, ou les Blancs aujourd'hui aux États-Unis, qui craignent de se retrouver dans la situation des Noirs. Et bien voilà, et on revient aux États-Unis, et la boucle est bouclée. Merci beaucoup pour ce débat passionnant. Merci Doudou Diène, merci à toi Louis-Georges, et merci beaucoup Céloi. À bientôt.